Le podcast de Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Salut tout le monde, bienvenue au 51e épisode de Sur la route de l'horreur. Je suis présentement avec Guillaume. Guillaume, comment ça va? Ça va bien, merci. Toi? Ça va très bien. On est-tu à un épisode de fêter le 1 an? Oui, je crois qu'on était à un épisode de fêter le 1 an. Wow, ça passe vite! Salut la gang! Salut les zombies! Eh oui! Oh, 52 semaines, c'est un an, les gars. Je crois. Mais non, on y est, là. Non, Oh. mais dans le temps des fêtes, on a sauté une semaine. Donc, c'est ça, je me demande. Donc, le premier épisode était quand? Ouais, mais on fête un an quand ça fait un an, pas nécessairement quand ça fait 52 épisodes. Non, c'est ça. Ah, voilà. Okay. Donc, c'était quand, le 1 an? Zomblard? Toi qui fais rien en ce moment, va jeter un coup d'œil. Non. Ouais, c'est ça. Taisez-vous, c'est plate! Allez, on envoie maintenant, c'est le tour de table horrifique, merci. Bienvenue au tour de table horrifique! Moi, on me dit que Zomblard Stop! Au lieu de dire des conneries, dis c'est qui l'invité, bordel? Ben oui, mais tu m'as coupé, je voulais le dire, mais tu m'as coupé tout de suite. L'invité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très connu au Québec, qui a fait du théâtre, du cinéma, de la télé. C'est Frédéric Pierre. Mais je vais vous donner sa bio plus tard. Là, maintenant que Zomblard a fait passer le thème du tour de table, on va parler du tour de table. Guillaume, tu veux-tu commencer ou tu veux que je commence? Ça me dérange pas de commencer. Moi, j'ai 3 trucs. En fait, le premier, je vais en parler tantôt dans ma salade cervicale. C'est une petite découverte qui m'a fait plaisir. La deuxième, j'ai finalement terminé d'écouter House de 1985 et j'ai beaucoup aimé, en fait. C'est un type... Ça m'a paru comme un genre de poltergeist très cynique, un peu sur l'acide. Donc, c'est sympa, j'aime ça, n'importe quand. Et le truc que j'ai reçu, moi, cette semaine, c'est ça ici, qui est un petit livre dédié aux vilains de Hitchcock. Et j'ai très hâte de plonger là-dedans. Ça a l'air d'une belle analyse de psychologie de ces personnages. Donc voilà. C'était mon tour de table. J'ai été faire un petit tour à ma petite vente de garage récurrente qui se passe quasiment à toutes les fins de semaine et qui reçoit tout le temps des nouveaux films. Et je me suis payé la traite en tabarouette. Et je vais prendre le temps que ça prend parce que là, Christophe n'est pas là, sauf j'ai le temps en masse. L'île des monstres avec Carmen Electra. Hein? Wow! Tout le monde connaît ça. C'est un succès qui a fait au moins 10 000 $ au box-office. Willard, hein? Un film que j'ai principalement acheté pour ma fille parce que... C'est le remake, ça? Oui, c'est le remake avec Crispin Glover, qu'on connaît tous comme l'excellent danseur de Friday the 13th Part 4. C'est nul. Arrête. Moi, je m'en allais dire le père de Marty McFly, mais OK. Ben aussi, mais là, on est fan d'horreur. Oui. Hunting of Marston Manor. Écoutez, ce que j'ai acheté, la plupart le remake, le meilleur remake au monde de Fog. Et je blague, bien sûr. Ju-Won, qui est vraiment un très bon film. Ouais, ça va. Thinner, pour ceux qui connaissent Stephen King. Excellent film, encore une fois. J'ai un très vague souvenir de ce film-là. Day, un film canadien qui est très bon quand même. Puis là, je commence vraiment à rentrer là, dans les films là, bizarres. Les Scarecrow Series, avec la série de Killjoy de Full Moon. OK. J'ai une compilation ici de Shadows, de Shadows Collection qui contient des films comme Backwoods, Feeding Grounds, Netherworld, Blood Predator, The Ghost Walks, The Black Raven et Gothic. C'est tout ce qu'il y a sur un seul DVD? Oui, c'est ça, je m'en dire aussi. C'est la qualité doit être...
Je ne sais même pas combien il y en a de DVD, mais une chose est sûre, c'est que je les ai pas vus, pas en tout. J'ai un Roger Corman's Creature Movies qui a Ça, c'est toujours bien. Creatures from the Haunted Sea, Beasts from Haunted Cave, The Wasp Woman. Ah, c'est bon, ça. Un film que je n'ai pas vu encore qui semble quand même très bon, qui s'appelle The Final Wish. Je pense que Stéphane va peut-être reconnaître ça. The Valley Ah, ben oui. of Wanji. Excellent. Un petit quelque chose de québécois. Saint-Martyr-des-Damnés. Si, c'était sympa quand même. Je ne l'ai jamais vu encore, puis je me suis dit, OK, là, il est peut-être temps. Un autre film canadien, Cube. Ça, c'est bon. Et là, je tombe encore dans, dans une compilation, cette fois-ci, de sci-fi, qui contient des films comme I Am Omega, Monster, The Day the Earth Stopped, Countdown Armageddon. Non, il y a un petit peu de jeu de mots là-dedans. Des joyeux knock-off. Comme ça me fait passer au film de Transmorphers au lieu de Transformers. Et Wolves, qui est avec Jason Momoa, que je n'ai pas vu encore. Tout ça pour la modique somme de 40 $. Martin, je veux que tu me dises, où est-ce que tu trouves le temps d'écouter tout ça? Il est comme Steve, il n'a pas. Non, le matin, je me lève à 6 heures pour écouter mes films. That's it, that's all. J'ai pas le choix. OK, je vais y aller maintenant. Ah non, c'est Zomblard. Zomblard, as-tu quelque chose à nous montrer? Ouais, 2 petits trucs rapides parce que moi, j'ai envie d'entendre Fred ce qu'il a à dire. Moi, je suis parti juste sur la musique cette semaine, sur du vinyle, avec la bande originale de Jaws. Nice. Et puis, ça, c'est dommage parce que la pochette n'est pas terrible, mais non, je le sais. The Lost Boys. Un des meilleurs soundtracks. Ouais, franchement, la pochette n'est pas terrible, quoi. Mais c'est bon. Donc voilà. Quelque chose de meilleur. Ouais, j'attends un truc vraiment genre de Waxworld Record qui nous ferait un bon petit design. C'est parti? Oui. Alors, on va y aller avec la bio de Frédéric Pierre parce que Christophe n'est pas là. Donc, je vais essayer de ne pas trop m'étendre parce que Frédéric peut aussi parler de lui-même. Mais, ceci dit, Frédéric Pierre est un acteur québécois né d'une mère franco-québécoise et d'un père haïtien. Ayant commencé son parcours à la télévision, il est pour plus tard être reconnu dans le théâtre québécois et français. Le comédien a fait son apparition dans plusieurs séries télévisées telles que Virginie, Annie et ses hommes, Miss Météo, Le 7e Round, Cover Girl, série dans laquelle il a obtenu une nomination aux Gémeaux dans la catégorie du meilleur acteur de comédie en 2015. T'as Tactique, Destinée, l'acteur joue présentement dans Le Cheval Serpent 2 à Radio-Canada. Les Magnifiques sur KOTV et dans la 5e saison de l'émission ayant obtenu le récipiendaire du Gémeaux de la meilleure émission jeunesse, Le Chalet à Vrac. L'acteur a aussi travaillé dans quelques téléséries telles que Histoire de filles, Tag, Deux frères, Les aventures tumultueuses de Jack Carter, Music Hall, Conseil de famille et Mémoire vive 2. Frédéric Pierre a une expérience dans le milieu du cinéma, ayant travaillé sous la direction de plusieurs réalisateurs de longs métrages, dont Sylvain Archambault pour Piché, Entre ciel et terre, L'ange gardien de Jean-Sébastien Lord, Le sexe des étoiles de Paul Baillargeon, Gilles Carle, Pudding Chômeur, La peau blanche de Daniel Roby, Louis XIX, Le roi des ondes de Michel Poulette, Sébastien Rose, Le banquet. C'est par l'entremise de son parcours d'acteur à la télévision et au cinéma qu'il sera embauché pour la production de théâtre Ladies Night, production populaire jouée en 2011 et reprise en 2018, dans laquelle il interprète le personnage de Fred. Ayant déjà joué Lady Lester au théâtre de la LNI en 2000, et C'est ma vie au théâtre, Jean Duceppe plus tard en 2006, l'interprète jouera le personnage de Lee Younger dans une nouvelle production du théâtre Jean Duceppe. Il est présentement un animateur de l'émission radiophonique Véronique et les Fantastiques en ondes. Il a 70 ans avec tout ce qu'il a fait ou quoi? Non, il y a pas. Non, c'est un gars d'expérience. Vous allez voir quand on va y parler, ça va être super intéressant. Donc, Zomblard, accueillons sans tarder Frédéric Pierre. Bonjour, messieurs. Bonjour, Fred. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Très bien. Hey, merci.
Oui. J'écoutais l'intro, j'écoutais votre intro, puis je suis un fan de films d'horreur, là, mais là, crime, il y a des films que vous avez sortis que je connais pas. Là, fait que vous êtes vraiment des hardcore films d'horreur. Je vais essayer de suivre votre train, là, mais en tout cas, vous me partez ça fort. C'est bon, OK? C'est bon. Merci. Y en a-tu là-dedans que tu avais vu, Fred? Cube, The Fog, mais pas celle-là. Puis, il y en a un autre aussi là, dans ceux que tu as montré, j'ai oublié. Tu peux voir ça m'attire des damnés. Ça, c'est le film québécois. Ça, non, ça, je ne l'ai pas vu, non. Ah, OK. Hein? OK. Bon, ben, on va rentrer plus dans les détails parce que là, moi, c'est Sébastien Diaz qui m'a approché pour me dire que, hey, Frédéric Pierre, en passant, je ne sais pas si tu le connais, c'est un gars qui aime beaucoup le cinéma d'horreur. Et d'ailleurs, c'est parce que pour ceux qui ne connaissent pas Sébastien Diaz est quelqu'un qui tripe horreur solide. On l'a déjà eu sur le podcast. Et de jaser d'horreur avec ce gars-là, c'est fantastique. Et, là, je vous le dis, il est présentement en train de travailler sur un projet. J'ai vu ses posts sur Facebook et j'ai réalisé, tabarnouche, Seb, es-tu en train de faire un film d'horreur québécois, tu sais? Puis il a commencé à m'en parler. C'est pour ça qu'il est venu sur Frédéric Pierre, parce que Frédéric Pierre fait partie de ce projet-là. Je me suis dit, bon, ben... Hey! Sébastien m'a dit, il dit, c'est correct que tu peux en parler parce que l'émission va sortir à peu près au même moment qu'il va commencer à annoncer son projet. So, avant, par exemple, qu'on parle du projet, Fred, il faut que tu me dises comment que ça a commencé ta passion pour l'horreur. Quand j'étais jeune, j'avais, bien sûr, j'avais des amis. Et mes amis, j'en avais un qui était un peu bizarre dans la gang. Puis, lui, à l'âge, on avait quoi? On avait 8 à 9 ans. Puis, il tripait sur les films d'horreur. Puis moi, à cet âge-là, c'était pas vraiment ma tasse de thé, mais une couple de fois, j'en écoutais avec lui. Puis là, ben, en écoutant souvent, même à cet âge-là, c'est sûr que je retournais à la maison les culottes baissées avec de peur, mais tu sais, à force d'avoir ce genre de film-là, tu commences à y prendre goût. Puis je dirais là, que le vrai premier film d'horreur que j'ai vu, c'est Gremlins. Puis c'est à partir de là. Après ça, lui, il écoutait Friday the 13th, il regardait les classiques de ce temps-là. Puis j'ai suivi un peu ce qu'il écoutait. Puis j'ai plusieurs goûts, mais cette branche de films d'horreur-là a commencé vers ces âges-là, des âges que je ne suggère pas les parents de faire écouter leurs films à des enfants, mais il y en a qui sont prêts déjà à cet âge-là, puis moi je l'étais. Donc ça a commencé comme ça, puis j'ai suivi certains films d'horreur, d'autres non, mais ça fait partie d'une des branches que j'aime bien, oui. Ben là, tu dis, tu avais commencé avec Gremlins. C'est pas tout le monde nécessairement qui considère ça comme un film d'horreur. Il y en a que c'est plus comme un film dans le style fantasy ou quelque chose de même. Mais c'est quoi le premier vrai film d'horreur que tu as regardé? C'est probablement le premier Friday the 13th. Le premier? Premier, okay. Oui. Parfait. À quel âge encore? 8-9 ans, j'avais. Ben, c'est pas grave parce que c'est drôle parce que tu disais, c'est des films qu'on ne devrait pas nécessairement montrer à des enfants de cet âge-là. Attention, il va placer sa fille. Je savais que je vais faire la même joke. Donc, moi, ma fille a commencé à écouter des films d'horreur à l'âge de 4 ans. Je pense pas que c'est un problème. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de personnes qui vont recommencer à regarder des films jeunes, puis d'autres qui ne sont pas capables de l'écouter avant l'âge de 18. Anyway, c'est intéressant de savoir quand même que tu étais... J'en ai écouté à 8 ans, puis regardez, là, vous avez fait ma carrière tantôt, là, tout ce que j'ai fait que j'ai quand même bien fini pour une personne à 8 ans. Ben là, tu sais, on parle d'horreur, puis là, on en arrive au projet de Sébastien Diaz. Comment que Sébastien t'a approché? Pourquoi il a été te chercher?
On s'était vu dans un party, puis on a jasé, puis il m'avait parlé de votre podcast. Puis c'est comme ça qu'on a parlé d'horreur. Fait il a dit, hey, j'ai joué dans un podcast puis tout, puis pour l'horreur. Puis, ah ouais, fait que t'aimes les films d'horreur. Puis là, on a commencé à parler de ça. J'ai pas les connaissances qu'il a. Par contre, c'était quand même une branche, je n'arrête pas de dire le mot branche, c'est quand même une avenue de films que j'aimais. Donc, on a commencé à en parler. Puis, il m'a dit, ouais, je suis en train de travailler sur un projet là, qui s'en vient. Puis, je te verrai dedans. Là. Fait que j'ai dit, j'ai jamais vraiment joué dans le film d'horreur, mais si tu cherches quelqu'un, je serais prêt à l'essayer. C'est un genre que j'haïs pas. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Là, on a commencé à se jaser sur Facebook. Parce que, tu sais, avant le party, on se connaissait pas tant que ça, moi pis Seb. C'était dans le monde artistique, on se connaît, on se côtoie, mais c'est comme ça qu'on a commencé vraiment, tu sais, contact Facebook, puis là, commencé à se parler régulièrement. Puis depuis ce temps-là, on est encore là sur le projet, là, en train de travailler là-dessus. Là. Est-ce que Sébastien savait déjà que tu étais un fan de films d'horreur? Non, c'est ça. C'est au party qui a appris que j'étais fan d'horreur. À ce moment-là, je pense pas en tout cas, à mon avis, il n'avait pas encore trouvé son cast à ce moment-là. Fait que peut-être notre discussion ensemble l'a allumé, puis il a trouvé qui voulait jouer dedans. Et toi, savais-tu que Sébastien était un fan de films d'horreur? Non, c'est lui. Dans notre discussion, il parlait d'un podcast que je ne sais pas si ça faisait combien de temps qu'il avait fait votre podcast à vous autres. Puis c'est comme ça là, que j'ai su que ah ouais, c'est un podcast de films d'horreur. Ah ouais, puis là, c'est comme ça que notre discussion elle a commencé. Est-ce qu'il vous a dit s'il y avait une idée de quand la production commencerait? Il me parlait de la fin de l'été. On est encore en train de finaliser le cast, puis les endroits. Ah, ça a gelé. Coupé sur le côté. Il va commencer à tourner ça. Ah, c'est beau, excuse. On t'a perdu là, pour quelques secondes. On a entendu fin de l'été, début de l'hiver. Ouais, c'est ça. On a entendu fin de l'été, début de l'hiver. Mais c'est pas grave, on vous entend. Là. Non, mais c'est à l'automne. Je pense que c'est à l'automne que ça devrait commencer. OK, parfait. Le rôle que vous avez, c'est-tu un rôle principal? C'est secondaire? Je sais pas comment que Sébastien veut que j'en parle. Je sais pas. Fait que toi, tu dis que ça va tourner. Ce podcast va être mis en ligne en même temps que Sébastien va en parler, c'est ça? C'est ça. Moi, je n'ai pas eu de discussion vraiment avec Seb, fait que je ne veux pas trop en dire. Là. Fait que, OK, je vais dire le minimum qu'il m'avait déjà dit de dire. Donc, on est un couple, moi et une autre actrice que je ne peux pas encore dire. Je vais laisser Sébastien en parler. Et le synopsis du film, c'est qu'on a un enfant et puis on joue une partie de cachette. Puis l'enfant, on ne le trouve pas. On le trouve vraiment plus. Appelle la police, puis on cherche l'enfant, on ne le trouve pas. Puis des jours passent, on fouille dans la maison, puis on n'a aucune idée. Jusqu'à temps qu'une découverte dans la maison apporte un peu de réponse à notre questionnement de savoir où est-ce qu'il est l'enfant. Il ne peut pas disparaître juste comme ça. Mais je pèse sur les mots, là, je ne veux pas trop en dire, là, mais j'ai donné un peu la porte d'entrée du film. OK. Un peu de drame psychologique au départ qui dévire vers de l'horreur. Là. Exact, c'est ça. J'aime ça. C'est ça que ça devrait donner comme résultat, oui. Non, moi je pense à Poltergeist. Tu penses à Poltergeist, pour vrai, ça me blague? Ben, oui, un peu quand même. Écoutez, d'ailleurs, mais bon. Je veux pas couper, mais en même temps, oui, je veux couper parce que je veux passer à la partie questions en rafale. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions en rafale? Alors, Fred, comme que je t'expliquais tantôt, les questions en rafale, c'est des questions qui sont basées sur des recherches que j'ai faites de ta carrière. Et c'est complètement humoristique, c'est rien de sérieux, alors inquiétez-vous pas avec ça.
Donc, C'est bon? je commence. Si l'émission Virginie était une série d'horreur, quelle en serait l'histoire? C'est ça l'histoire d'une professeure qui enseigne comment tuer les gens. À Radio-Canada à 7h le soir, à tous les jours. Ouais. 4 jours semaine, c'est parfait. Si tu apprenais que tous les spectateurs durant ton spectacle Ladies Night étaient des vampires, comment réagirais-tu? Ça serait spécial. OK, ça, c'était une bonne question. Si tous les spectateurs étaient des vampires, je crisserais mon camp. Excusez pour le langage, là, mais non, non, je ne resterais pas là. Non. Est-ce que c'est mieux de la pudding chômeur ou du jello de sang? Si t'es vampire, c'est le jello de sang. Si t'es un humain, c'est le pudding chômeur. Puis si t'es entre les deux, ben j'imagine que tu mets les deux ensemble, ça donne un beau michoui, là. Véronique et les Fantastiques est-il un film de super-héros, un film de porn ou une émission culinaire dans laquelle Véronique prépare des plats style Hannibal Lecter? Véronique, ça serait les plats. Comme que Hannibal pourrait faire des bons plats avec un petit peu de... C'est un plat qui pourrait inventer là, la poutine... du foie de gras. Oui, c'est là-dedans que je verrais... Avec du Chianti. Oui, c'est ça. Si Pet et Répète s'en vont en bateau et que Pet lâche un Pet et Répète tombe à l'eau, est-ce que tu crois que Répète va se faire manger par un requin? Oh! Quoi? Répète? Si Pet et Répète s'en vont en bateau et que Pet lâche un Pet et Répète tombe à l'eau, est-ce que tu crois que Répète va se faire manger par un requin? Si à quelque part dans un océan, je dirais que les chances sont très probables, oui. Mais si dans un lac quelque part au Québec, peut-être que non. Ah ben je sais pas, hein, parce que les films que j'ai achetés, en fait, il y a un requin qui vit dans l'eau l'eau de lac. On sait jamais. On sait jamais. OK. Ça se pourrait de bord. Quand on t'a demandé de jouer un rôle dans la série Annie et ses hommes, quelle est la première image qui t'est venue en tête en ce qui concerne l'histoire de cette série? Un gangbang. C'est exactement à ça que je m'attendais. Okay. Pourquoi être dans le cinquième rang quand tu pourrais être dans le premier rang? Wow. Bravo pour les questions. Ça fait plaisir. Parce que 5 est un chiffre plus élevé. À côté du 6, et quand tu mets 3 6 à un côté de l'autre, ça fait 6, 6, 6. Et le lien que je viens de faire là est très poche, mais c'est la meilleure réponse que je peux te donner. Ben merci, c'est correct, ce ne sera pas la première fois. Tu as reçu une nomination pour ton rôle dans CoverGirl en tant que drag queen. Est-ce que tu crois que de jouer un rôle de femme psychopathe dans un film d'horreur de Denis Arcand pourrait te faire gagner la prochaine fois? Oui, oui. Et si Denis m'écoute, Denis, si tu fais un film d'horreur, je suis prêt. Let's go. Je suis prêt. Si la COVID... Denis, c'est pas vraiment sa tasse de thé. En tout cas, c'est un autre sujet. Ah, mais ça veut rien dire. Des fois, les meilleurs réalisateurs de films d'horreur s'avèrent être des gens qui n'ont jamais fait de films d'horreur. Si la COVID était un monstre, quel genre de monstre serait-elle et pourquoi? Ouf. Si la COVID était un monstre, il serait... ouais, là, j'essaie de penser à tous les monstres dans ma tête. Il serait le monstre dans Lost. Oh! Oui, il serait le monstre dans Lost. La fumée noire, là. Explication. OK. Quelle est la meilleure tactique pour étrangler un républicain? Les deux mains autour du cou. Ça, d'habitude, ça marche. Mais la meilleure façon, c'est de montrer de l'argent
à un républicain puis de l'attirer avec toi. Je pense qu'ils aiment bien ça, les républicains. Là, tu le pognes par le collet avec un fil. Là. C'est ça. Est-ce qu'il y aura un spin-off à l'émission Deux Frères? Et si oui, est-ce que l'émission s'intitulera Deux Siamois? Je n'ai pas entendu parler, mais ça serait une bonne suite. Ouais, je l'écouterais même. Si tu faisais face à Vladimir Poutine et qu'il était seul, quelle arme utiliserais-tu pour le faire souffrir? Donc, moi, j'aurais déjà 3 bazookas, un missile nucléaire avec un K-47. Puis ça, ce serait juste l'intro. J'aurais comme un autre valise de machines de missiles que je pourrais lui lancer dessus, juste pour me présenter puis lui faire passer un beau quart d'heure. Ben, il faudrait comme le lancer dans l'espace loin avant pour ne pas abîmer la Terre. Puis là, après ça, tu lâches tes missiles. Non, mais ça se fait tout sous terre, ça. J'ai tout planifié ça. Okay, Faites-en pas avec ça, Martin, là. OK, c'est bon. Freddy ou Jason? Ça, c'est facile, c'est Jason. Ah ouais, hein? Il faut que je dise pourquoi, hein? Oui. Parce que Jason a été le premier film que j'ai vu et que Jason, dans ma tête, a tout le temps été plus fort que Fred. Et même si Freddy a le même Fred que moi, c'est quand même Jason qui gagne la palme. Pas de trouble. Bon, c'est fini les questions. Merci beaucoup d'avoir répondu. J'espère que je t'ai pas trop débalancé. Traumatisé? Non, ça va. Mais tu t'es dépassé, Martin. Il y en avait des solides là-dedans. Là. Oui, merci c'est beaucoup, ça, oui. Merci beaucoup. Bon, maintenant, on veut savoir là, le projet. Là, oui. T'as compté un petit peu quel genre de film d'horreur que c'était pour être, mais t'as pas parlé du gore. Y a-t-il du gore? Est-ce que tu peux nous parler du casting du film? Le casting, je peux pas. Par contre, le gore, oui, il y en a. L'intro que je vous ai donné, on dirait qu'il n'y en aura pas. Par contre, ce qu'ils vont trouver dans la maison qui va donner peut-être un indice à où est-ce est peut-être l'enfant, ils vont... ça ne m'aimera pas, là, mais au moins, je vais ouvrir cette porte-là. Là. Ils vont trouver une zone où est-ce qu'ils n'ont jamais vu dans la maison, que l'enfant a peut-être été, et cette zone-là, watch out. C'est drôle, je peux vraiment pas en dire plus que ça. Ah ouais, mais là, je pense qu'il va falloir faire approuver l'émission par Sébastien Diaz, ça continue de même. Oui, j'ai peur qu'il me tape ses doigts, là, mais je pense qu'il ça ne dérangera pas que j'aille jusque-là, mais je ne peux pas aller plus loin que ça. OK. C'est intéressant parce qu'apparemment, c'est un des rêves les plus communs que les humains ont entre eux, qui est de rêver que tu découvres un endroit dans ta maison, dans ta demeure, que tu ne connaissais pas et qui ouvre sur plein d'autres affaires. Donc, enfin bref. Mais c'est drôle. Mais c'est Stranger Things, ça! Ben, c'est drôle. Moi, je m'en allais dire autre chose parce que Guillaume Boivin a parlé de quelque chose au début et c'est House dans laquelle, justement, il y a quelque chose de caché dans la maison. Est-ce que tu peux nous donner l'information sur l'équipe derrière les effets spéciaux? C'est quelle équipe qui prépare les effets? Tu disais qu'il y a-tu beaucoup de sang qui s'en vient? C'est quoi exactement? Ben ça, je dois dire que c'est Seb qui a pas mal les infos. Moi, je vous dis comme je suis acteur et j'aide un peu à la scénarisation. Mais pour ce qui est de tout ce qui a rapport avec le sang puis tout, c'est Seb qui a pas mal les informations, puisque ça, quelle compagnie ou. Je suis comme même pas sûr comment ça fonctionne. Faut-tu que tu calls le 3-1 puis tu demandes un bac de sang? Je sais même pas comment ça marche. Là. Je pense que ça va être vraiment ma première expérience sur un set derrière la caméra et devant la caméra à voir comment que ça fonctionne. Donc, c'est là que je vais connaître probablement les gens là, qui s'occupent des effets spéciaux. Puis, c'est ça. Attends, j'ai une question. Moi, j'ai entendu dire que ça allait être le plus grand film gore qui ait jamais été tourné au Québec. Est-ce que tu penses que tu peux me confirmer ce genre de choses? Selon où est-ce qu'on est rendu présentement dans l'écriture, je serais peut-être prêt à dire oui, mais est-ce qu'il va y avoir des changements après? Je ne veux pas encore dire ça, mais disons qu'il sera parmi les films les plus gore au Québec. Est-ce que ça serait quand même pas pire comme réponse? Ça serait très intéressant, c'est sûr, parce que des films d'horreur québécois,
avec beaucoup de gore, il n'y en a pas beaucoup. Évidemment, on Exact. connaît les gens comme RKSS qui ont fait de Bagman, le court-métrage qui était énormément sanglant, là, mais à part ça, j'en connais pas énormément. Peut-être Thanatamorphose de Éric Falardeau qu'on a eu récemment au podcast ou qu'on a tué. Oui, oui. Je ne suis plus sûr. Là. Je ne peux plus rien dire. Là, là OK. Là, mettons, tu arrives sur le plateau de tournage et puis tu as une scène qui va pisser le sang et qui va contenir des entrailles partout. Comment tu réagis? Ben moi, ça va être la première fois là, que j'entre là-dedans. Là. Donc, il va falloir qu'on me prépare un peu à ça. Mais j'ai consommé beaucoup de films d'horreur dans ma vie, voir ça live, je pense pas que ça va m'effrayer plus que ça. C'est sûr que ça va être... je vais peut-être rire au début, parce que je vais trouver ça drôle, mais à force de m'habituer, je vais être correct. Mais ça va être quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience pour moi, là, un gars qui fait du théâtre, puis tout à coup, qui tombe dans un film avec du monde qui pisse de sang. Ça change ta perspective de ta carrière, de choses que tu vois, mais j'ai vraiment hâte de faire ce projet-là. Tu sais, quand je t'entends parler, on voit que tu as une passion pour l'horreur et tout, puis que ça risque probablement d'être très solide. Puis, connaissant Sébastien Diaz, je sais qu'il va écrire un excellent scénario parce qu'il connaît son horreur, il connaît sa musique aussi. Ça, s'il peut composer sa musique aussi pour le film, ça lui donne un très bon contrôle. Mais là, ça me pousse à la question qu'on pose souvent à nos artistes. Si, mettons, le projet a un gros succès, est-ce que tu penses que ça va ouvrir des portes pour d'autres cinéastes au Québec du style de Sébastien Diaz, qui a quand même fait Terreur 404 et qui est excellent? Est-ce que tu penses que les artistes vont vouloir plus faire de films d'horreur si celui-là, il a du succès? Si on parle, disons, là, si je parle du dernier film culte québécois, là, disons, qui me vient à l'idée, c'est, mettons, Les Affamés. Est-ce que ça va rentrer dans ce genre de culture-là, puis ça va aider les gens à vouloir consommer plus de films d'horreur? Moi, je pense que oui. Je pense que Sébastien, qui est un... J'aime l'horreur, mais Sébastien est quand même une coche plus haut que moi, va amener quelque chose de québécois au film, que les Québécois vont s'attacher à ça. Ils vont me taper sur les doigts. Je suis peut-être pas supposé dire ça, mais en tout cas, je vais lui dire que j'ai dit ça comme ça à sa promo, il va pouvoir le dire. Mais je crois que les Québécois vont vraiment s'attacher à ce film-là pour une raison que je peux pas vous élaborer plus que ça pour le moment. Mais oui, ça va devenir un film culte et je crois que ça va faire des petits. Je pense que les jeunes vont aimer ça, pas trop jeunes bien sûr, puis ça va aller jusqu'au range là, des plus âgés là, qui aiment les films d'horreur. Es-tu au courant si sa femme va jouer dans le film? Pour le moment, non. Je pense qu'elle préférait être derrière la caméra pour ce projet-là. Ah, OK, c'est intéressant. Hey, écoute, je ne te demanderai pas tout de suite une autre question parce que c'est maintenant le temps pour Guillaume Boivin de parler de sa salade cervicale. Ah! Silence sur le plateau. À 3, 2, 1 et action! Je vous ramène un peu dans le temps. La première salade cervicale que j'ai fait, je m'étais posé la question, c'est quoi le premier film d'horreur de l'histoire? Et je vous avais sorti un film de Méliès qui était très divertissant à regarder. Suite à ça, je me suis posé la question, quel est le premier film d'horreur qui incluait la couleur dans le film? Et je vous avais sorti un peu quelques informations par rapport à ça aussi. Et là, plusieurs semaines plus tard, je me pose la question, quel est le premier film d'horreur qui incluait le son? Le premier film d'horreur parlant. Et je m'attendais à une réponse un peu banale comme Dracula 1931 qui est effectivement un des premiers. Mais la vraie réponse est beaucoup plus intéressante que ça. La vraie réponse, c'est un film qui s'appelle The Terror, qui date de 1928. Je vous fais un petit survol. Quand Warner ont fait The Jazz Singer, dans lequel il y a certains passages qui ont du son, et le film a été un succès monstre, ils se sont dit,
Colin, on fait un autre film, on en fait d'autres qui sont complètement enregistrés et dont le son part du début, va jusqu'à la fin du film. Ils ont sorti, le premier film qui est venu après, c'était un film qui s'appelait The Lights of New York, qui est un film de 1928, qui a été un succès monstre aussi. Sur un budget de 23 000, ils ont ramassé 1 million de profits. Et le deuxième film que Warner a décidé de faire suite à ça était un film d'horreur qui s'appelait The Terror, dont l'histoire était essentiellement dans une maison renippée en inn, comme en hôtel, en auberge. Il y a des gens qui sont là et qui se trouvent à entendre de la musique d'orgue le soir. Ça les fait paniquer un peu. Il y a là-dedans quelqu'un qui s'affiche comme étant une médium. Il y a là-dedans un enquêteur, un policier. Il y a 2 personnes qui sont sorties de prison, qui ont juré de se venger d'une présence qu'ils ont appelée The Terror, qui est la présence maléfique dans la maison, qui joue de l'orgue et qui, une fois de temps en temps, kidnappe les gens pour les torturer, les tuer. C'est un film qui a été fait par un type qui s'appelle Roy Del Ruth, qui a fait plein de films, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont connus là-dedans. Il y en a un, éventuellement, que j'ai envie de voir, qui est fait vers la fin de sa carrière, qui s'appelle The Alligator People. Ça a juste l'air très sympathique. Martin, tu vas triper. Et ça mettait en vedette Mae McAvoy, qui n'est pas parente avec James McAvoy, qui était très connu à l'époque et qui a probablement fait le premier son de hurlement d'horreur au cinéma. Maintenant, je dis probablement parce que le film n'existe plus. Toutes les prints ont été détruits. Je vous explique pourquoi. Il n'y a pas un mystère là-dedans. Les prints ont été détruits parce que à l'époque, la pellicule était faite avec un produit chimique qui rendait la pellicule extrêmement inflammable. Dans le sens que si on mettait le feu, moindrement il y avait un petit peu de feu qui approchait, ça prenait en feu et ce produit chimique-là, en brûlant, générait de l'oxygène. Et donc, tu feeds de l'oxygène à une flamme qui est déjà ouverte, ça brûlait, ça n'avait aucun sens, ça ravageait des entrepôts complets de films qui étaient archivés. Ça brûlait tellement que si tu allumais une pellicule à l'époque et que tu la plongeais dans l'eau, elle continuait à brûler parce qu'elle générait son propre oxygène. Une vingtaine d'années après la production du film, et le film a été un flop apparemment, ben oui et non. Le film a été un succès en salle, a généré beaucoup de profits, mais critique, c'est un flop monumental. Tout le monde s'entendait pour dire que le film était plate. Et bon, à l'époque, on parle d'une époque où les gens étaient effrayés de voir Frankenstein, donc s'ils trouvaient que ce film-là était plate, peut-être qu'on n'a pas envie de le voir. Une vingtaine d'années après la production du film, quand les nouvelles pellicules qui étaient beaucoup plus sécuritaires ont commencé à être dominants, Warner a décidé de faire le ménage dans les vieux films qu'ils avaient, qui étaient dangereux, qui pouvaient prendre feu à n'importe quel moment, et ils ont jugé ce film-là absolument pas important dans l'histoire du cinéma. Ils l'ont détruit au complet, et c'est pour ça qu'on n'a plus rien aujourd'hui. La seule chose qui en reste, c'est 3 disques sur lesquels il y a des morceaux de la bande audio qui sont gardés au UCLA en Californie, donc à l'université en Californie. Je suis très curieux d'entendre ça pour voir de quoi le film avait l'air. C'était quand même un film de 80 minutes, donc voilà. Wow. C'était l'information que j'avais à vous donner. Je suis fasciné d'avoir découvert ça aujourd'hui. On peut quand même montrer une couple d'images ici que Guillaume nous a envoyées. Guillaume, est-ce que tu sais, toi, ces images-là sont les seules images qui existent sur le film? C'est pas nécessairement les seules, c'est celles que j'ai réussi à trouver rapidement là, quand je faisais la recherche par rapport à ça. Je trouve ça très drôle. Ça, j'ai l'impression de voir Willem Dafoe qui s'amuse avec les notes. C'est celle que j'ai trouvée en faisant une recherche rapide. Maintenant, est-ce que quelqu'un, à quelque part dans le monde, a plus d'images que ça? C'est possible. Et j'aimerais beaucoup communiquer avec ces gens-là parce que ça me passionne. Et si quelqu'un sort de l'ombre un jour en disant que moi, il me reste une copie, je veux voir le film. Oh God, ça serait cool, hein, ce genre de choses-là. Là. C'est toujours intéressant de trouver des petits bijoux de même, surtout quand c'est des films perdus. Je sais qu'on parle des fois de Vinegar Syndrome, Severin, et Vinegar Syndrome est le genre de compagnie qui souvent réussissent à trouver des copies de films qui semblaient être perdus. Et c'est eux qui mettent la main là-dessus, font une restauration, puis partent avec une chose incroyable. Ou des versions allongées. Je dirais pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on avait une version allongée de Nosferatu à Frisson Télé qui n'avait jamais été vue avant. C'est extraordinaire. Oui.
c'est toujours des choses qui sont intéressantes à redécouvrir. Mais regardez, on va retourner à Fred. Merci beaucoup, Guillaume. C'était très intéressant comme Ça fait plaisir. salade cervicale. Fred, on revient à l'horreur au Québec. On en parle souvent, ça aussi. L'horreur au Québec est boudée. Les compagnies de financement, les sociétés de financement, ils préfèrent toujours passer par quelque chose qui est drame ou comédie. Est-ce que tu crois que ces sociétés de financement-là devraient donner plus de chance au cinéma de genre? Bien sûr. On dirait qu'il faudrait un bon cop, bad cop d'horreur qui poigne pour que là, tout le monde commence à se pitcher là-dessus et en vouloir en faire. Donc, tu sais, il n'y a pas vraiment un titre de film d'horreur québécois qu'on peut nommer. Tu sais, il y en a eu, là, mais tu sais, que tout le monde connaît puis que tout le monde pourrait réciter les passages. Il y en a quelques amis que peut-être entre vous, là, parce que vous autres, vous êtes vraiment des grands fans, là, mais je veux dire, il en faut un là, plus commercial que tout le monde connaîtrait. Puis là, je pense que ce serait comme la petite graine qui pourrait faire partir plein de choses à gauche et à droite. J'espère très bien que le film de Sébastien soit l'étincelle qui manque. C'est ça. Mais c'est ça, oui. Il manque un succès box-office d'horreur pour que les producteurs veulent vraiment se lancer là-dessus. Parce que, tu sais, je vais prendre un exemple qui est vraiment un exemple très populaire, mais qui reste encore quand même dans la comédie, Carmina. Oui, c'est ça. Carmina est un film extraordinaire. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. C'est drôle en tabarouette, mais c'est quand même des vampires, c'est quand même de l'horreur. Puis là, je me demande, OK, est-ce que ça veut dire que si on sautait dans l'horreur comédie, que là, les compagnies de financement, sociétés de financement seraient plus ouvertes à ce genre de choses-là? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, bien, c'est sûr que si tu ajoutes de la comédie, c'est sûr que tu as plus de chances d'attirer un plus grand public que de faire ça plus psychologique ou vraiment juste gory horreur ou le nouveau genre d'horreur là, à la The Witch ou The Babadook. Je pense qu'on n'est pas rendu Hereditary, oui. Je pense pas qu'on est prêt ou Midsommar. Ce genre de film-là, que moi, probablement, j'adorerais voir au Québec, ça ne pognerait pas au box-office, malheureusement. Par contre, un bon film d'horreur avec de la comédie au Québec, à mon avis, ça pourrait être le début de commencer l'horreur, puis après ça, aller dans les nouvelles branches. C'est plus dramatique, plus psychologique. Mais il manque là, cette graine là, qui va partir, ça. C'est ça qui manque. Malgré qu'il y en a eu dans le passé, il n'a pas eu encore un gros. Quand je vous parle d'un film québécois, une comédie, tout le monde, moi j'ai dit bon cop, bad cop, mais la plupart des gens vont dire ce film-là. Mais là, si je vous dis un film d'horreur québécois qui vous vient tout de suite à l'esprit, toi tu m'as dit Carmina, mais plusieurs gens vont dire autre chose, Les Affamés, l'autre film il y en a qui vont dire Sur le seuil. Sur le seuil, les films de Patrick Sénécal aussi. Mais tu sais, il n'y a pas encore eu le groundbreaking film que tout le monde veut aller voir au cinéma d'horreur au Québec. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que la preuve, c'est que Les Affamés, qui était un excellent film d'horreur et de zombies, puis corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il n'est même pas encore disponible au Québec en tant que tel sous forme de médias Blu-ray ou DVD. Je me trompe peut-être, mais je ne me rappelle pas de l'avoir vu. Je sais qu'il est disponible à plusieurs places sur la planète, mais ici, je ne me souviens pas. Il faudrait que je fasse une recherche parce que peut-être que je me trompe. En tant qu'acteur, toi, l'horreur, c'est-tu quelque chose que tu aimerais faire plus souvent? Ayant fait plusieurs choses dans ma carrière, je pense que l'horreur, c'est quelque chose que j'ai pas encore beaucoup, que j'ai pas travaillé pantoute dedans, dans le fond, à part le projet de Sébastien. Je pense qu'après le projet de Sébastien, je pense que je vais peut-être commencer à m'y investir. Il m'a donné le goût d'en faire.
il m'a démontré aussi qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec, puis qu'il y a peut-être une niche à développer là-dedans. Il y a des compagnies, là, comme tu as nommé tantôt, Martin, ceux qui ont fait le Bagman, c'est eux autres qui ont fait KSS. Oui, c'est ça. Oui. Bon. Il y en a, mais c'est pas des compagnies que tu vas aller voir ta grand-mère puis parler de cette compagnie-là, puis ils vont te dire: ah oui, eux autres, là, en fait, ils sont pas rendus là encore. Fait que c'est ça qui manque, là. Une compagnie de production que tout le monde va connaître avec un film de box-office qui a connu un succès au Québec. Puis c'est ça. Je pense que je me répète 3 fois, là, mais c'est ça qui va. Peut-être que je serai le prochain après ça, après Seb, à en faire un. J'ai un projet en tête. Là, c'est. J'ai rien d'écrit, là. J'ai un projet que je pense en tête et que je pourrais, après le film de Seb, commencer à travailler dessus, qui serait de l'horreur. Et je peux peut-être vous en dire un peu plus là. J'ai été peut-être inspiré un peu de Jordan Peele. Puis j'ai une histoire là. C'est sûr que ça va avoir un peu rapport avec un peu de ce qui se passe avec je ne sais plus comment on peut dire ça maintenant, les minorités visibles au Québec. Donc, cet aspect-là va être parlé dans ce film d'horreur-là. Mais je voudrais pas qu'on voit mon film et qu'on dise: hey, il vient de copier Jordan Peele, check it, hey! J'ai été inspiré de lui, mais il m'a donné des idées pour que je fasse quelque chose de plus québécois, mais qui engloberait un peu sans dire le mot racisme, la situation raciale dans le monde, ouais, dans le Québec, ça, whatever. Mais Okay. tout ça, c'est dans ma tête, là. Mais, tu sais, tout le monde s'inspire de tout le monde. Jordan Peele s'inspire de d'autres personnes. Il ne fait pas juste comme: ah, OK, moi, je vais laisser faire toutes les idées qui sont bonnes, puis je vais juste faire une idée qui est complètement originale, puis ça ne sera pas copié de personne. C'est pas vrai. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui a été inspiré. Ceci dit, tu t'attends à quoi lors de la sortie du film? Est-ce que tu penses que Sébastien Diaz va réussir à faire tourner des têtes? Oui, je pense que on est encore dans la fin de l'écriture du scénario. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'aura pas vraiment vu au Québec. Je ne dis pas que c'est pas quelque chose qu'on n'aura pas vu ailleurs au monde, mais ça va être un peu différent de ce qu'on voit au Québec, surtout du côté de l'horreur. Puis, je pense qu'on va en entendre parler. Est-ce que ça va devenir un succès box-office? Elle l'espère, mais c'est les gens qui vont décider de s'ils ont aimé le film ou non. Moi, je pense en tout cas, il n'est pas fait, il n'est pas écrit, pardon, il n'est pas filmé encore le film, mais moi, je pense sur papier, ça a l'air d'un Christy de bon film. Excusez mon langage. Ben, c'est correct parce que nous autres, c'est ça qu'on veut entendre. On veut toujours avoir des bons films d'horreur. Regarde, je pense à Brain Freeze qui est sorti à Fantasia de Julien. Et moi, je me suis bien amusé en regardant Brain Freeze. Mais encore une fois, Brain Freeze, c'est aussi une comédie avant tout. T'sais. Donc, on voit encore, OK, il faut chercher le côté comédie pour aller chercher du financement, pour réussir à faire aussi de l'horreur en même temps. J'aime bien les choses qui sont très sérieuses aussi. J'adore la comédie dans le cinéma d'horreur, mais c'est encore une fois l'histoire d'aller chercher du financement sur un film plus sérieux d'horreur qui est difficile à faire. Anyway, on est rendu à l'anecdote. Zomblard, tu peux nous partir ça. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Donc, comme j'avais dit à Frédéric, Frédéric, tu peux nous conter une anecdote de quelque chose qui t'est arrivé, cinéma, télévision, n'importe quoi. Je te laisse la parole. Ben moi, j'ai vu que c'est un podcast d'horreur, c'est sûr que ça a rapport avec l'horreur, mais mon anecdote. Moi, j'ai une copine qui n'aime pas les films d'horreur. Puis, dans le temps de It, pas l'original, mais les nouveaux, après qu'il est sorti en DVD, en Blu-ray, j'ai gagé 100$ à ma femme qu'on allait le regarder les deux dans mon salon. Puis elle a accepté. Donc, l'anecdote, c'est que moi, quand j'ai vu It, j'ai été au cinéma. Puis si on revient à la scène dans le garage, j'ai sauté en chien.
même si dans la bande-annonce, il l'avait mis un petit bout, j'ai vraiment fait le saut. Mais là, si on revient dans ma télé, qui est quand même, c'est quand même une 60 pouces, avec ma femme qui est là, puis là, moi, j'avais hâte à cette scène-là, et que j'avais hâte. Puis là, ils sont dans le garage, puis là, les flashs de photos, puis là, It apparaît. Puis là, même moi, je saute un peu, mais pas plus que ça. Puis ma femme, elle n'a pas sauté pantoute. Fait que mon erreur a été de ne pas aller au cinéma avec elle, aller le voir. Je pense que le gros écran avec le son fait un impact. Je pense que mon système de son, que je trouve qui est quand même pas si BS que ça, fait pas autant la job. Donc, j'ai perdu 100$ pour rien. Ma blonde, elle n'a pas eu si peur que ça à voir le film. Donc, il faut que je trouve autre chose, mais ça va être au cinéma la prochaine fois. Comment investir 100$? J'aurais dû le mettre dans le crypto à la place, mais non. J'ai mis ça. Donc là, toi, tu payais 100$ pour le plaisir de la voir faire le saut. Là. Oui, moi, je voulais. Okay. Mais tu sais, vraiment, dans ma tête, c'était la scène du garage. Tu sais, le film en ensemble, il est bon. Mais le film, qu'est-ce que je me rappelais plus, c'était la scène la scène qui m'a le plus marqué, c'est le garage, puis c'était celle-là que j'avais hâte de savoir ses réactions. Tu sais, dans l'ensemble, elle a eu peur dans le film, mais pas autant que je pense que c'était venu avec mon cinéma. Donc, j'étais un petit peu déçu de mon 100$. Puis, depuis ce temps-là, on m'en parlait tous les jours. Hey, c'est un autre film de non, c'est correct, je vais. C'est drôle que tu dises ça, par exemple. Parce que j'ai écouté It au cinéma et quand j'ai vu la scène du garage, j'ai sauté 6 pieds dans les airs. Et pour notre show Sur la route de l'horreur, on a réussi à visiter ce garage-là en tant que tel. Oh! Et ça a été une surprise parce qu'on était sur les lieux de tournage et on était là pour filmer la maison de Georgie. Et j'ai été demandé à la madame qui restait là, sais-tu en dedans de la maison qu'a été tournée la scène dans la maison? Puis elle m'a dit non. Mais le garage qu'ils ont utilisé, c'est mon garage. Puis on ne savait pas ça, nous autres. On a fait comme, pour vrai, on peut-tu aller filmer? Elle a accepté. Et j'ai été dans le garage et ça faisait bizarre d'être là parce que... Oh, les gars, wow! Je suis jeune. Ouais. C'était pas très différent non plus. Ils ont vraiment juste comme pris les affaires, ils ont sorti les affaires de la madame, puis ils ont rentré des affaires à eux autres pour leur scène. Et il y a même un graffiti sur un des murs qui a été dans le film, mais qui était là déjà avant. C'est le fils du couple qui possède la maison qui avait fait ça sur le mur. Wow. Et on peut l'apercevoir dans le film. So, je peux comprendre exactement ton feeling sur la scène, mais je suis déçu pour ta femme, par exemple. Mais là, tu dis, tu sais, elle n'aime pas les films d'horreur, elle a écouté cette scène-là, elle n'a pas eu peur, mais elle a-tu aimé ça? Oui, ben, tu sais, ma femme, c'est le genre là, qui se cache les yeux puis regarde comme ça, là, fait que dans l'ensemble, elle a aimé ça. Pas assez pour vouloir voir le 2. Donc, l'horreur, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Mais tu sais, mon but au début, c'était vraiment qu'elle regarde un film avec moi et qu'elle ait la chienne. Je voulais vraiment qu'elle ait la chienne. Mais elle n'a pas eu la chienne que je voulais en regardant ce film-là. Et que là, je suis en train de me dire, est-ce que je devrais plutôt aller voir The Conjuring? Que là, ça, je me rappelle. Mais encore une fois, The Conjuring, je l'ai vu au cinéma, encore une fois. Fait que, tu sais, oui, j'ai sauté, mais au cinéma, est-ce que ça va faire le même sentiment devant la télé? Fait que j'attends, je veux vraiment trouver quelque chose là, que je veux voir ma femme avoir peur. Je sais pas pourquoi, là, je vais filmer ça puis mettre ça sur TikTok ou je sais pas quoi. Là, je suis sûr que le jour qu'elle va avoir vraiment peur, ça va faire une vidéo virale, mais j'ai pas trouvé encore la recette qui va la faire peur. Ben écoute, j'ai fait des recherches sur toi, puis en faisant mes recherches, j'ai réalisé que ta femme avait une phobie des araignées. As-tu déjà pensé à peut-être lui montrer un film genre Arachnophobia? Le problème avec les araignées, c'est que je peux pas la niaiser avec ça. Ça, c'est un... Donc, c'est vrai, là? Non, vraiment, elle déteste les araignées, puis, tu sais, les pranks, les jokes que tu peux faire, là, elle, ça ne dérange pas. Je peux y faire peur n'importe quand, mais mettre une fausse araignée, genre, dans le micro-ondes pour la prochaine fois qu'elle l'ouvre, ça, c'est un cas de divorce. Ça veut vraiment pas que je fasse peur des araignées. Donc, j'ai même pas essayé. T'sais.
je veux même pas prendre la chance parce que je pense pas qu'elle me divorcerait, là, mais je pense, elle me demande de pas faire ça, je le ferai pas, mais faut que je pense à une autre façon de vraiment y faire peur. J'ai pas trouvé encore, puis je sais que probablement qu'elle regarde, je sais pas si elle va regarder ce podcast-là, elle sait déjà pareil que j'ai pas trouvé encore la façon de vraiment y faire peur. Je devrais peut-être essayer La Descente. Moi, c'est un film qui a vraiment eu un impact sur moi. Je l'avais écouté au cinéma, La Descente. Descente, ouais. C'est Descente, le côté claustrophobe qui était... Ouais, c'est ça. Là. Et c'est dans le noir. C'est ça, mais je l'ai vu au cinéma, celui-là aussi, mais est-ce que ça donne le même feeling dans un salon? Je sais pas, c'est ça. Mais un casque virtuel, puis plug-y le son dans les oreilles. Peut-être que ça va marcher. Hey, Fred, excuse-moi, on est proche de la fin, donc... Déjà, wow, ça passe vite. Oui. Et avant de finir, on a besoin de dire quelque chose de très important à nos auditeurs. Les auditeurs, Poisson d'avril. Ce n'est pas Sébastien Diaz qui va faire un film d'horreur. Il n'aura pas de film d'horreur. Frédéric Pierre ne jouera pas dans un film d'horreur. Tout ce que nous avons compté sur le podcast... Pas tout de suite, en tout cas. Pas tout de suite. Tout ce que nous avons compté sur le podcast n'est pas vrai. C'est un poisson d'avril. Tu te fous de moi ou quoi? C'est pas possible! Moi, je suis resté là jusqu'au bout parce que Fred, il était en train de me raconter un truc incroyable! Et puis toi, tu chies dans la colle! Ah! Mais non, mais attends, c'était pour le spécial poisson d'avril. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi le fait que notre invité, Frédéric Pierre, n'est pas Frédéric Pierre, l'acteur, mais Frédéric Pierre, mon ami de 40 ans et plus. Alors, Guillaume, je ne sais pas si tu t'en doutais. Zomblard, je ne sais pas si tu t'en doutais. Mais vous avez parlé avec mon meilleur ami depuis 1 heure. Allô, Guillaume. Allô, Zomblard. Salut. Est-ce que j'ai fait une bonne job? Est-ce que tu posais des questions? Est-ce que... moi, ça, mais en fait, moi, ce qui arrive, c'est d'abord, on s'est déjà croisés sur un tournage de publicité pour le Requiem. Et j'ai fait du théâtre avec Frédéric Pierre, l'autre Frédéric Pierre, back in the days, quand j'étais au secondaire. Donc, dans les premières minutes, ça fait non. Ah, pour vrai, tu le savais. Et Zomblard? Écoute, moi je connais pas Frédéric Pierre, donc moi je suis rentré dans le jeu, j'ai aucun souci avec ça. Tiens, moi tu peux me raconter tout ce que tu veux de Frédéric Pierre, c'est bon, j'adhère à 100%, je le connais pas. Ah, salaud. Donc là, Guillaume, si j'ai bien compris, toi tu as joué le jeu pendant tout le podcast, là. OK. Ben, c'est bien parce que, au moins pour nos auditeurs, ça va leur donner un petit pied. J'étais quand même surpris. Je me posais la question juste de savoir pourquoi tu n'arrêtais pas de le tutoyer alors qu'on a eu des gens bien plus importants et que tu tutoyais pas. C'est juste ça qui me faisait me poser des questions, mais pas du tout sur l'identité de la personne. Anyway, j'espère que vous avez aimé le podcast quand même, ceux qui écoutent. Et ceux qui se sont fait pogner, ben, c'est très drôle. Ceux qui ne l'ont pas trouvé drôle, ben, on s'excuse. Puis ceux qui ont réussi. Non, on s'excuse pas vraiment. On a pris un malin plaisir à faire ça. Il y a une part là, de sadisme en nous qui. C'est ça. Faut ajouter pour les auditeurs, là, je m'appelle Frédéric Pierre aussi, pour vrai. Là. Oui, j'ai pour comme vrai. 6 mois de... Je pense que l'acteur, il est né 6 mois avant moi, donc on n'a vraiment pas beaucoup d'écart. On a une ressemblance que Guillaume a vue au début, mais je ne sais pas, on va voir comment ça va donner. Tu veux-tu rester une quinzaine de minutes de plus avec nous après le show? Non, moi je ne veux pas parler avec ce type-là, moi. Les gens... Ceux qui veulent savoir l'histoire de Frédéric Pierre et pourquoi qu'on le mélange souvent avec l'autre Frédéric Pierre,
abonnez-vous à Patreon. L'extra va être disponible là-dessus. Et puis, je vous le dis, ça va faire une histoire très intéressante. Avant qu'on coupe le show, je veux te contredire. Tu as dit tout ce qu'on a dit depuis le début du podcast, c'est un poisson d'avril. C'est pas vrai. Mon salade cervicale, tout est vrai. Ah, c'est vrai, OK. Voilà. Mais peut-être tu te trompes. Peut-être Mais que... vinyle, c'est des vrais aussi. Puis mes films aussi. Mais peut-être qu'il y a une pellicule qui existe en quelque part, on ne sait pas. Oui, mais bon, ce serait une erreur acceptable parce que je suis pas au courant. Ben oui. Donc, c'est malheureusement tout le temps que nous avions. Merci beaucoup, Frédéric Pierre. Pas l'acteur, mais quand même l'acteur. On va l'expliquer dans l'extra. Je voudrais remercier Horreur Fanatique, notre partenaire qui nous aide à faire ces podcasts-là et aussi le show de télé. J'aimerais aussi vous rappeler qu'on est sur Patreon. Allez voir l'extra, ça va être vraiment intéressant. On donne aussi l'accès aux épisodes une semaine en avance. Il y a des scènes inédites. On a des vidéos spéciales si jamais vous voulez voir des making-of. On est sur YouTube, Facebook, Apple, Google, Spotify, Balado Québec. On est partout. Et comme d'habitude, on termine le podcast avec le mot final de Elzonblad. Oh my God. Ouais, alors, je tiens à ne pas remercier Frédéric Pierre de nous avoir bien escroqué pendant 1 heure. Hein, je ne te dis pas merci, mais je vais quand même vous en raconter une dernière pour la route. Est-ce que vous savez le nom du premier gorille qui a écrit un film d'horreur, un livre d'horreur, pardon? Oui? Non? C'est simple. C'est Stephen Kong.